J'ai poignardé mon meilleur ami d'un coup de couteau précis, en plein cœur, sous les yeux écarquillés de ma femme qui hurlait son nom. Ce n'était pas de la jalousie ordinaire, non. C'était la lame froide de 20 ans de mensonges qui enfin se retournait contre eux. Et le plus fou, c'est que j'ai souri en le voyant s'effondrer, son sang chaud coulant sur mes mains comme une absolution tardive. Ma fille a lu fièrement sa carte de table, fausse fille. Mes parents ont alors réagi. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quel cri. Ma mère, cette bourgeoise parisienne au perles éternellement serré autour du cou, a porté la main à sa poitrine comme si on l'avait frappé. Mon père, stoïque dans son costume 3 pièces usé par les années au barreau, a simplement haussé un sourcil, mais ses yeux gris acier qui avaient défendu tant d'âmes damnées, trahissaient un calcul froid. Étaient-ce du dégoût, de la pitié, ou pire, une compréhension muette que j'avais toujours redoutée? C'était le dîner de Noël, dans notre maison de famille à Saint-Germain-des-Prés, ce quartier où les fantômes des intellectuels hantent encore les pavés humides. Les lumières tamisées des bougies dansaient sur les argenteries et les cristaux, et l'air embaumait le foie gras et le vin de Bordeaux millésimé. Ma fille, Élise, 18 ans à peine, rayonnait dans sa robe rouge sang, ses cheveux blonds cascadant comme une cascade de mensonges dorés. Elle avait insisté pour ses cartes de table personnalisées, un jeu idiot qu'elle avait inventé pour briser la glace, disait-elle. Les autres lisaient les leurs avec des rires forcés. Roi du foyer, pour mon père, reine des secrets, pour ma femme, Claire. Mais la sienne. Oh, la sienne était un coup près. Fausse fille, avait-elle articulé, les yeux pétillants de malice puérile. Et puis, le monde avait basculé. Claire s'était figée, son verre de champagne suspendu à mi-chemin de ses lèvres peintes en carmin. Ses yeux verts que j'avais aimés comme un fou, se sont tournés vers moi, implorants, accusateurs. J'ai vu le passé ressurgir en un éclair. Les nuits où elle rentrait tard de cette réunion au journal, les regards complices échangés avec Marc, mon frère de cœur, le meilleur ami qui m'avait volé plus que de l'argent, il m'avait volé une vie. Tout avait commencé 20 ans plus tôt, dans les rues brumeuses de Montmartre, où l'art et la débauche se mêlent comme dans un tableau de Toulouse-Lautrec. J'étais alors un jeune avocat prometteur, fraîchement diplômé de la Sorbonne, avec des rêves de justice sociale et un amour naissant pour Claire, cette journaliste ambitieuse aux hanches larges et aux rires qui faisait fondre les cœurs. Marc était mon ombre, mon confident, le fils d'un galeriste ruiné qui vivait de croquis volés et de fêtes arrosées. Nous étions inséparables. Des vers au lapin agile, des débats enflammés sur Sartre et Camus jusqu'au petit matin, des promesses jurées sur le sang de notre amitié. Mais les ombres s'allongent vite à Paris. Claire est tombée enceinte 6 mois après notre mariage civil. Une cérémonie modeste à la mairie du 5e arrondissement, sous un ciel de plomb qui promettait déjà la tempête. Élise est née un soir d'orage, hurlante et parfaite, avec des yeux bleus qui n'étaient pas les miens. Mais qui l'eût remarqué? J'étais aux anges, ce père fier qui berçait son miracle, ignorant que ce miracle était un prêté pour un rendu. Marc était là, bien sûr, parce qu'il est de la famille, disais-je. Il tenait Élise dans ses bras, et je voyais dans ses yeux une tendresse que je mettais sur le compte de la loyauté. Les années ont filé comme les métros bondés de la ligne 4. J'ai gravi les échelons du barreau, défendant des causes perdues pour des immigrés sans papier, gagnant juste assez pour notre appartement haussmannien rue de Rivoli. Claire a gravi les siens au monde, signant des articles cinglants sur la corruption politique qui faisaient trembler les couloirs du pouvoir. Marc, il est devenu le fantôme utile, le consultant freelance qui arrangeait nos finances en crise, le conseiller qui murmurait à l'oreille de Claire des scoops inavouables. Je n'ai jamais soupçonné. Pourquoi l'aurais-je fait? L'amour est aveugle, et la confiance, son bâillon. Le premier craquement est venu il y a 5 ans, lors d'un gala au Louvre pour une exposition sur les impressionnistes. J'étais en voyage à Lyon pour un procès, laissant Claire et Marc veiller sur Élise. À mon retour, j'ai trouvé un chèque suspect sur le bureau, 50 000 €, signé de la main de Marc, avec une note laconique, pour le silence. Pour quel silence? J'ai confronté Claire ce soir-là, sous les plafonds hauts de notre salon, où les ombres des meubles Louis XV semblaient nous juger. Elle a ri, d'abord, ce rire cristallin qui masquait tout. C'est pour l'article sur l'affaire Bettencourt, chérie. Marc a des contacts. J'ai cru. Ou du moins, j'ai voulu croire. Mais les fissures se propagent. Élise grandissait, une adolescente rebelle aux notes médiocres et aux soirées clandestines dans les clubs de Pigalle. Elle ressemblait de plus en plus à Marc, ce nez aquilin, cette fossette au menton quand elle souriait. Et puis, l'accident. L'été dernier, à Deauville, où nous avions loué une villa pour raffermir les liens familiaux. Marc était là, invité comme toujours. Une nuit, après trop de calvados, il a glissé sur les marches humides de la plage, sa tête heurtant un rocher. Mort sur le coup, le crâne fracassé comme une coquille d'œuf.
La police a conclu à l'accident. Mais moi, j'ai vu Claire, les yeux rougis, murmurer à son oreille froide. « Pardonne-moi, mon amour. » C'est là que j'ai fouillé. Dans son téléphone, caché sous un faux mot de passe, notre anniversaire de mariage, ironie du sort. Les messages datés de 19 ans, il ne soupçonne rien. Élise est à nous. Je l'aime, mais toi, tu es mon feu. Des photos. Claire enceinte, Marc la serrant contre lui dans un hôtel de la Côte d'Azur. Et pire, un test ADN, falsifié par mes soins il y a des années, quand j'avais douté une fois, fugacement. J'avais payé un labo véreux pour que le résultat dise « père biologique, 99,9%. » J'avais gommé la vérité pour préserver l'illusion. J'avais porté le crime de leur trahison sur mes épaules, comme un boulet de forçat. La rage a mûri en moi comme un vintègre, dans les caves sombres de mon âme. J'ai planifié, méthodiquement, à la façon d'un avocat qui prépare sa plaidoirie. Pas de violence brute. Non, ça serait trop vulgaire, trop américain. Ma revanche serait française. Subtile, empoisonnée de mots et de silence, un poison lent qui rongerait leurs os de l'intérieur. J'ai commencé par Élise. Cette fausse fille, fruit de leur adultère, deviendrait mon arme. Je l'ai approchée un soir de pluie, dans sa chambre au poster de Lana Del Rey et au livre de Houellebecq jeté en vrac. Ton vrai père est mort, ma chérie. Mais avant, il t'a aimé plus que moi. Ses yeux s'écarquillent, mais au lieu de larmes, un éclat de curiosité malsaine. Raconte-moi tout, papa. Ou devrais-je dire tonton. Elle a ri, ce rire qui n'était pas le mien. Et en riant, elle a choisi. Pas sa mère, pas Marc le fantôme, mais moi, le cocu vengé. Ensemble, nous avons ourdi le piège. Les cartes de table étaient son idée. Un clin d'œil cruel à la comédie familiale. Fausse fille, pour elle. Traîtresse, pour Claire. Fantôme volé, pour l'absence de Marc. Mais ce soir de Noël, alors que les réactions fusent, je sens que le jeu bascule. Ma mère se lève, pâle comme un spectre. Qu'est-ce que cela signifie, Élise? Claire, elle, me fixe, et dans son regard, je lis la panique. Elle sait que je sais. Le dîner s'achève en chaos. Assiette repoussée, verre renversé. Mon père m'entraîne dans le bureau, ce sanctuaire de livres reliés cuir où il m'a appris à mentir pour gagner. Fils, dis-moi la vérité. Cette carte, c'est une blague. Je souris, ce sourire que j'ai perfectionné devant le miroir. Non, père. C'est la fin d'une farce qui a duré trop longtemps. Il hoche la tête, lent, et pour la première fois, je vois de la fierté dans ses yeux, ou est-ce de la résignation? Dehors, la Seine coule noire sous les ponts, indifférente au drame des hommes. Les jours suivant Noël ont été un ballet de non-dits, une valse macabre dans les couloirs étroits de notre appartement. Claire évitait mes yeux, se réfugiant dans son bureau aux piles de journaux jaunis, tapant frénétiquement sur son clavier comme si les mots pouvaient effacer le sang invisible qui nous liait. Élise, elle, flamboyait, des textos complices échangés dans la nuit, des rires étouffés derrière les portes closes. « On va la faire craquer, papa », murmurait-elle, ses ongles vernis de noir griffant mon bras. Était-ce de l'amour filial, ou le thrill d'une adolescente qui goûtait au pouvoir pour la première fois? Je ne le savais pas, et cela m'effrayait autant que cela m'excitait. J'ai décidé d'accélérer. Le premier coup a été porté lors d'une réception au Quai d'Orsay, où Claire était invitée pour un débat sur la liberté de la presse. J'y suis allé seul, Élise à mon bras comme une princesse vengeresse dans sa robe noire moulante. Marc aurait adoré la voir ainsi, ironie qui me faisait grincer des dents. Parmi les diplomates bedonnants et les journalistes avides, j'ai croisé l'éditeur de Claire, un certain Duval, moustache cirée et sourire carnassier. « Votre femme est une lionne », m'a-t-il glissé à l'oreille, son haleine chargée de cognac. Elle a enterré bien des scandales. Enterré. Le mot m'a transpercé. J'ai souri en retour, oui, elle excelle à cacher les corps. Plus tard, dans les jardins sombres du palais, j'ai lâché la première mèche. À un groupe de collègues de Claire, j'ai murmuré, assez fort pour qu'elle l'entende de loin. « Savez-vous que l'article sur l'affaire Cahuzac s'était inspiré d'une trahison personnelle? Un ami proche, un amant peut-être. » Les têtes se tournent, les chuchotements s'élèvent comme une marée. Claire accourt, blême sous le maquillage. « Qu'est-ce que tu fais » siffletait-elle entre ses dents. Je hausse les épaules. La vérité, ma chère. Elle libère, non? Comme tes éditoriaux le proclament. Elle me gifle ce soir-là, dans la voiture qui nous ramène, ses bagues entaillant ma joue. Tu es fou. Élise. Elle est à toi. Je ris, un rire qui sort des abysses. À moi? Comme le test ADN que j'ai falsifié pour toi? Pour nous préserver de la laideur.
Ses yeux s'écarquillent. Elle ignorait que je savais pour le test. Où feignait-elle? Claire était une actrice née, forgée dans les feux des interviews musclées. Tu mens, balbutie-t-elle. Mais sa voix tremble, et je sais que la graine est plantée. Élise, de son côté, creuse le sillon. À l'école, elle répand des rumeurs. Ma mère a un squelette dans le placard. Littéralement. Ses amis, ces gamines de bonne famille du 16e, en redemandent, et bientôt, les textos affluent sur le portable de Claire. C'est vrai pour Monsieur Marc. La presse, cette hydre aux 1000 têtes, commence à renifler. Un blogueur anonyme, moi, sous pseudonyme, poste un thread sur les réseaux. La journaliste qui a couvert les amours illicites du pouvoir. Et les siennes. Les likes pleuvent, les partages s'emballent. Paris adore les scandales domestiques. Il rappelle que même les élites saignent. Mais Claire contre-attaque, comme toujours. Elle m'invite à dîner, pour parler, dans un bistrot caché du Marais, où les murs suintent l'absinthe et les regrets. Elle porte une robe vert émeraude, celle de notre lune de miel à Provence, et ses cheveux relevés en chignon négligé. J'ai trompé, oui, avoue-t-elle d'emblée, ses yeux plongeant dans les miens comme des lames. Mais Élise, elle t'a choisi. Pas Marc. Toi, avec tes cauchemars et tes idéaux foireux. Elle pose sa main sur la mienne, et pendant un instant, je vacille. L'amour, ce traître, ressurgit. Pourquoi? Demandai-je, la voix rauque. Elle sourit, triste, parce que Marc était le feu, toi le foyer. J'ai eu besoin des deux. C'est laquelle elle fanemté, le premier vrai twist de sa part. Mais si tu continues, je révèle tout. Ton falsification d'ADN, c'est un crime, chérie. Perte de la garde d'Élise, radiation du barreau. Et tes parents, ils sauront que leur fils chéri est un menteur. La menace plane, vénéneuse. Je retire ma main, le cœur cognant. Elle joue serrée, ma Claire. Mieux que je ne l'imaginais. Mais j'ai un atout, Élise. Elle sait tout, lui dis-je. Et elle me choisit. Pas toi, la menteuse. De retour à la maison, Élise m'attend, un verre de vin à la main. Trop jeune, trop audacieuse. Ça s'est passé comment? Demande-t-elle, les yeux brillants. Je lui raconte, omettant la faiblesse qui m'a effleuré. Elle hoche la tête. Bien. Maintenant, on passe à la phase 2, la presse. Ensemble, nous rédigeons un communiqué anonyme pour le Canard enchaîné, cette plume acérée qui adore écorcher les puissants. Révélation. La star du journalisme a couché avec son source pour un scoop. Et le cocu? Son mari avocat, qui a couvert l'affaire. L'article sort une semaine plus tard, avec une caricature hilarante. Claire en méduse, serpent de micro en cheveux, Marc en percé-mort. Le scandale explose. Téléphone qui sonne, flash de paparazzi sous nos fenêtres. Claire me supplie dans le salon, à genoux, mascara coulant. Arrête ça. Pour Élise. Mais Élise est là, derrière la porte, écoutant, et quand Claire se relève, brisée, ma fille entre et lâche. Tu n'es pas ma mère. Juste une salope qui m'a volé une vie. Le coup porte. Claire s'effondre, littéralement, sur le tapis perçant. Crise de panique, hurlements qui réveillent les voisins. J'appelle les urgences, feignant l'inquiétude. À l'hôpital, le diagnostic tombe. Dépression sévère, prescription de calmant. Elle me regarde depuis son lit, les veines bleues saillantes sous la peau pâle. Tu as gagné. Mais à quel prix? Je ne réponds pas. Le prix? La liberté, peut-être. Ou la damnation. Pourtant, au milieu de cette victoire amère, un doute s'insinue. Élise change. Ses rires deviennent forcés, ses nuits plus longues. Un soir, je la trouve en larmes devant une photo de Marc. Il m'aimait vraiment, hein. Je hoche la tête, mais intérieurement, je bouillonne. Est-elle en train de basculer? Ou est-ce moi qui fabrique des ombres là où il n'y en a pas? Le printemps arrive à Paris comme un amant infidèle. Tiède, prometteur, mais chargé de pollen qui irrite les âmes sensibles. Claire est sortie de l'hôpital, ombre d'elle-même, errant dans l'appartement comme un fantôme vengeur. Elle ne parle plus, elle observe, calcule. Ses articles au journal, retirés pour raisons personnelles. Les invitations, annulées. Elle est devenue la paria qu'elle dénonçait dans ses colonnes, ironie française par excellence. Moi, je prospère dans le chaos. De nouveaux clients affluent, attirés par le « avocat du scandale », celui qui connaît les failles de l'âme humaine. Élise et moi, nous dansons sur les ruines. Des dîners complices au Fouquet's, où elle commande des huîtres comme une grande, et moi, je paie l'addition avec l'argent que Marc m'avait prêté jadis. À la famille recomposée, porte-t-elle en trinquant, ses yeux verts, ceux de Claire, pas de Marc,
pétillant de malice. Mais sous la surface, les courants sont traîtres. Elle pose des questions. Pourquoi tu ne l'as pas tué, pour de vrai? L'accident à Deauville. Je hausse les épaules. La loi, ma chérie. Elle est plus impitoyable qu'un couteau. Mensonge. J'aurais pu le pousser, ce soir-là, quand il titubait ivre sur la plage. Mais non, j'ai attendu, patiemment, comme un vin qui fermente. Le contre-coup vient de là où je ne l'attendais pas, mes parents. Mon père, ce roc du barreau, m'invite à son club, le vieux cercle de l'Union interalliée, avec ses fauteuils en cuir craquelé et ses cigarillos cubains. Ton petit jeu avec Claire, commence-t-il sans préambule, son verre de whisky tournoyant dans sa main noueuse. C'est vulgaire. Et dangereux. Je me raidis. Vulgaire? C'est de la justice, père. Il rit, sec. Justice? Tu parles comme un gamin. La vraie justice, c'est de pardonner et d'avancer. Sinon, tu finis comme ces criminels que tu défends, rongés de l'intérieur. Sa femme, ma mère, intervient par téléphone le soir même, sa voix chevrotante de l'aristocratie déchue, ramène Élise à la maison. Claire est brisée, mais elle reste ta femme. Et Élise. Cette carte de Noël, c'était une abomination. Abomination. Le mot me glace. Ils ne savent rien, ou si peu. Je raccroche, furieux, et me réfugie chez Élise. Elle est en train de fouiller les tiroirs de Claire, sortant des lettres jaunies, des photos froissées. « Regarde ça », dit-elle, me tendant une enveloppe. Dedans, un mot de marque. Pour notre fille, si un jour la vérité éclate. Avec tout mon amour. Mon sang se glace. Elle l'a gardé, Claire. Toutes ces années, ce talisman de leur trahison. Élise pleure, pour la première fois depuis le début de notre vendetta. Elle m'a menti. Toi aussi, un peu. Je la serre contre moi, sentant son corps frêle trembler. Plus jamais, murmurai-je. Mais au fond, je sais, les mensonges sont notre sang. Claire, elle, prépare sa riposte. Je le sens à son calme retrouvé, à ses appels chuchotés dans la salle de bain. Un matin, elle m'affronte dans la cuisine, café fumant en main, j'ai engagé un privé. Pour l'accident de Marc. Mon cœur s'arrête. Et alors? Demandai-je, feignant l'indifférence. Elle sourit, ce sourire de requin, des traces de lutte. Un témoin anonyme, un SDF de la plage, jure avoir vu un homme brun pousser Marc. Toi, peut-être. Bluff ou vérité? J'ai été prudent, mais Paris a des yeux partout. La tension monte, électrique. Élise sent le vent tourner. Elle devient paranoïaque, changeant les mots de passe de nos téléphones, effaçant les historiques. On doit frapper plus fort, insiste-t-elle. L'idée germe, un livre. Pas un pamphlet minable, non, un roman à clé, publié sous mon nom, où Claire serait l'héroïne déchue, Marc le Lothario mort, Élise la fille bastarde en quête de rédemption. J'écris les nuits entières, les mots coulant comme du poison. Description crue de leurs ébats volés dans des motels de banlieue, dialogue où Claire avoue son mépris pour moi, le mari terne. Élise édite, ajoute des détails sadiques, fais-la supplier, papa. L'éditeur mort à l'hameçon, un petit maison d'édition du quartier latin, friande de scandales littéraires. Ça va faire un tabac, jubile-t-il. Le lancement est prévu pour la foire du livre de Paris, au Grand Palais, ce temple de verre et d'acier où les mots se vendent comme des indulgences. Claire la prend par un fuité. Elle débarque dans mon bureau, hystérique. Tu oses? Notre vie en marchandise. Je la toise, comme tu as osé la mienne. Elle sort, claquant la porte, mais pas avant de lâcher. Élise paiera pour ça. Elle est à moi, légalement. Légalement. Le mot me hante. Un soir, je fouille ses affaires. Ironie, le vengeur devenu fouineur. Je trouve des papiers, une demande de garde exclusive, basée sur instabilité paternelle. Et pire, un nouveau test ADN, commandé en secret. Élise est bien de Marc, mais il y a une note manuscrite. Et si? Le doute sur la paternité de mon nom. Mon sang bout. Elle doute? Ou prépare-t-elle un twist plus tordu? Le lancement approche, et la ville bruit de rumeurs. Des amis communs me fuient, des collègues me félicitent en sous-main. Élise rayonne, c'est notre chef-d'œuvre. Mais moi, je dors mal, hanté par des rêves où Marc se relève du sable de Deauville, couteau en main. Tu as tué l'illusion, mais pas la vérité. Vérité. Quelle est-elle, au fond? Suis-je le héros, ou le monstre que j'ai toujours défendu au tribunal? La foire du livre est un cirque, stand bigarré, auteurs en dédicace comme des rockstars, l'odeur de papier frais mêlée à celle des croissants tièdes. Mon stand est assiégé dès l'ouverture.
Le roman, L'ombre du foyer, s'arrache en pile. Les critiques titrent « Un thriller domestique qui écorche le couple bourgeois dans le Figaro, vengeance ou catharsis ». Houellebecq aurait applaudi sur un blog influent. Élise est à mes côtés, signant des exemplaires comme une co-auteure officieuse, son sourire éclatant sous les flashs. À la famille éclatée, chuchote-t-elle à chaque lecteur. Claire surgit au milieu de l'après-midi, flanquée de 2 avocats en costume sombre, les miens en pire. Elle porte un tailleur pantalon gris, cheveux coupés courts comme un défi, et son regard est d'acier trempé. Félicitations, lance-t-elle d'une voix qui porte, attirant les curieux, pour avoir prostitué notre douleur. Les téléphones sortent, les murmures s'amplifient. Je me lève, calme. Prostituée? Tu parles en experte, ma chère. Rire nerveux dans la foule. Elle avance, un dossier à la main. J'ai une injonction. Retrait immédiat du livre. Diffamation, atteinte à la vie privée. Le coup de théâtre. Les avocats brandissent les papiers. La police du livre, ses gardiens zélés, s'approche. Mais Élise intervient, petite furie, c'est de la fiction. Et les preuves? Les messages, les photos, c'est réel. Elle sort son téléphone, prête à tout balancer en live sur Insta. La foule halète. C'est du pain béni pour les réseaux. Claire blêmit. Élise, non. Ma fille hésite, juste une seconde, et c'est là que je vois le craquement, l'amour maternel, tapis sous les cendres. La sécurité nous sépare. Le livre reste en vente, pour l'instant, mais l'injonction pend comme une épée. Dehors, sous la pluie fine de mai, Claire me coince contre un mur du Grand Palais. C'est fini. J'ai parlé à tes parents. Ils veulent Élise chez eux, loin de toi. Je ris, amer. Et le test ADN? Ton doute sur moi. Elle sursaute. Quel doute? C'était pour te tester, idiot. Élise Etienne. Pas biologiquement, mais légalement, moralement. Tu l'as élevée. Mensonge? Vérité? Ses yeux implorent, et pour la première fois, je doute de ma croisade. Élise, elle, explose ce soir-là. Traîtresse. Elle te manipule encore. Nous nous disputons pour la première fois, dans le salon au rideau tiré. Peut-être qu'on est allé trop loin, avouai-je. Elle me gifle, dure. Trop loin? C'est toi qui as commencé, avec tes sourires en le voyant saigner. Saigner. L'accident. Elle sait? Comment? Balbutiai-je. Elle ricane. J'étais caché, ce soir à Deauville. Je t'ai vu le pousser. Pour me protéger, dis-tu. Mais c'était pour toi, hein? La jalousie. Le monde s'effondre. Ma propre arme se retourne contre moi. Élise n'est pas l'innocente. Elle est complice depuis le début, un serpent plus jeune que le mien. Et maintenant? Demandai-je, voix brisée. Elle hausse les épaules. On continue. Ou je balance tout à la police. Chantage filial. Décision controversée. Je cède. Nous planifions le coup final. Une interview exclusive avec Élise sur France Inter, où elle accusera Claire publiquement d'abandon moral, de mensonges toxiques. Pour briser le tabou de la famille recomposée, dira-t-elle, les larmes aux yeux, crocodile, bien sûr. L'interview est un triomphe pour nous, un naufrage pour Claire. À la radio, Élise sanglote. Ma mère m'a volé mon père vrai pour un fantôme. Et maintenant, elle veut me séparer de l'homme qui m'a aimé. L'audimat explose. Les appels affluent, divisant l'opinion. Team Claire pour les féministes qui voient en elle une victime du patriarcat vengeur, Team Élise pour les conservateurs outrés par l'adultère. Moi, je suis le fantôme invisible, le marionnettiste haï. Mais Claire riposte, une dernière fois, matoise. Elle publie son propre livre, Vérité oubliée, un mémoire où elle avoue tout, l'adultère, le test, mais aussi mon rôle, il a falsifié pour nous piéger tous. Et l'accident? Pas si accidentel. Preuve à l'appui, le témoignage du SDF, des photos granuleuses de la plage. La police frappe à ma porte le lendemain matin, menotte au poing. Homicide involontaire, annonce l'inspecteur, un Provençal au regard las. Élise pleure, mais ses larmes sont sèches. Claire, interviewée à la télé, arbore un air de martyr serein. Au commissariat, dans la salle d'interrogatoire au néon cru, je craque. Pas pour la confession, non, pour la révélation. Le privé de Claire a trouvé plus. Un ancien amant à moi, d'avant notre mariage, une liaison brève avec un étudiant en article. Et si Élise? Non, impossible. Le timing ne colle pas. Mais le doute sème le chaos. Twist. Claire savait pour ça, et l'a utilisé pour me faire douter de ma paternité, un miroir de ma propre tromperie. Mes parents paient la caution,
Il me regarde comme un stranger. Tu as détruit ta famille pour une illusion, dit mon père. Élise, elle a fui chez une amie, texto muet. Claire dépose la demande de divorce, réclamant tout, la maison, la garde, la dignité. Pourtant, dans la cellule froide, une idée germe. La vraie revanche n'est pas la destruction, mais la reconstruction. Ou pas. L'été étouffe Paris sous une canicule biblique, transformant les rues en fours où les regrets cuisent à feu lent. Libéré sous caution, gère comme un âne batté, évitant les regards des voisins, ces commères du premier arrondissement qui murmurent derrière leur voilage. Le procès approche, homicide, avec circonstances aggravantes de préméditation. Mes confrères du barreau me snobent. Même mon père refuse de plaider, invoquant conflit d'intérêts. Seul dans l'appartement vidé de ses âmes, je noie mes nuits dans du pastis frelaté, revoyant la plage de Deauville, la main de Marc glissant ou poussée. La mémoire est une traîtresse, plus encore que Claire. Élise réapparaît un soir doux, trempée par l'orage, sac à dos sur l'épaule. Je m'enfuis, annonce-t-elle sans préambule. Avec maman. Elle a tout arrangé, un appart à Lyon, école privée, vie nouvelle. Je la fixe, hébétée, et moi. Elle hausse les épaules, ce geste si français de non-dit. Te es un poison, papa. Mais, je t'aime à ma façon. Elle dépose une enveloppe sur la table, le manuscrit original de mon livre, annoté de sa main. Brûle-le. Ou publie-le tel quel, avec la fin vraie, on est tous des monstres. Elle part avant que je puisse la retenir, la porte claquant comme un jugement final. Je lis ses notes, des ajouts crus, où Élise avoue son rôle, sa fascination malsaine pour le chaos. J'ai poussé Marc aussi, ce soir-là. Pas toi seul. Double twist, la fille n'est pas victime, mais bourreau en herbe. Le lendemain, je contacte mon éditeur, changer la fin, fêtant une tragédie collective. Le livre relancé fait scandale bi, le cocu innocent ou le trio maudit. Les ventes doublent, l'opinion se divise plus que jamais. Certains me voient en martyr, d'autres en sociopathe. Claire m'appelle une semaine plus tard, voix neutre, le divorce est signé. Élise veut te voir une dernière fois. Rendez-vous au jardin des Tuileries, sous les marronniers jaunis par la sécheresse. Elle arrive en jean simple, cheveux libres, presque une autre femme. Pourquoi ? Demandai-je, assis sur un banc face à la scène paresseuse. Elle soupire, pour qu'on arrête de se haïr. Élise a besoin de paix. Et toi ? Tu as besoin de pardon. Pardon. Le mot me brûle. Et Marc ? Elle rit, doucement, il était faible. Toi, tu es fort. Trop, peut-être. Élise nous rejoint, hésitante. Nous parlons, vraiment, pour la première fois. Pas de cris, pas de larmes. Juste des aveux, mes doutes, ses mensonges, le push fatal partagé. On était une famille tordue, conclut Élise, larmes vraies cette fois. Mais on peut réécrire la fin. Décision controversée. Je plaide coupable au procès, mais avec une circonstance atténuante, la trahison collective. Le juge, un vieux de la vieille au regard perçant, suspend la peine. Probation, thérapie familiale obligatoire. 6 mois plus tard, nous sommes à table. Pas pour Noël, mais pour un banal dîner d'automne. Claire, Élise, moi, et même mes parents, réconciliés dans la résignation. Les cartes de table, oubliées. Mais sous la surface, les ombres persistent. Élise murmure parfois à mon oreille, si on recommençait. Claire me touche la main sous la nappe, un geste ambigu. Et moi ? Je souris, sachant que la revanche n'est jamais totale. Elle ronge, éternelle, comme le vin qui tourne au vinaigre. Ou peut-être est-ce la paix. Un happy end bancal, qui divise encore, catharsis sous complaisance. À vous de juger, lecteur. Moi, je vis avec les fantômes français jusqu'à la moelle.